Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour notre point info. Je vous propose de commencer sans plus tarder. On commence par les grandes technologies. Les PDG des géants des médias sociaux Google, Facebook et Twitter se sont réunis au Capitole. Ils affrontent les législateurs lors d'une audience intitulée « Désinformation de la nation, le rôle des médias sociaux dans la promotion de l'extrémisme et de la désinformation ». Cette rencontre intervient dans le contexte d'examen du rôle joué par les entreprises dans la désinformation autour de l'élection présidentielle de 2020. Les législateurs démocrates tentent d'attirer l'attention sur la diffusion de fausses informations concernant la pandémie du corona et de l'élection présidentielle de 2020. L'Organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International a publié une déclaration avant l'audience. Le directeur adjoint par intérim d'Amnesty Tech, Joe Westby, a déclaré, je cite, « Les entreprises de médias sociaux n'ont pas réussi à protéger les gens contre les contenus présents sur leurs plateformes qui incitent à la violence ou à la haine. » Et malgré les appels à l'action de plus en plus nombreux, les utilisateurs continuent d'être bombardés de publicités, de messages politiques et de propagande très ciblées. Ajoutant, ces entreprises font appel à nos émotions de peur et de colère pour nous garder les yeux rivés sur nos écrans. Et que le modèle économique des entreprises de Big Tech comme Google et Facebook dépend de la capacité à capter l'attention des gens pour générer des revenus publicitaires. Le Congrès ne doit pas se laisser prendre aux fausses promesses des Big Tech. Il poursuit qu'il doit s'attaquer aux causes profondes, c'est-à-dire les algorithmes qui n'ont pas de compte à rendre et un modèle économique basé sur une surveillance et un profilage invasif. Fin de citation. Les démocrates et les républicains considèrent que la suppression du bouclier de responsabilité créé par la section 230 est un moyen d'inciter les entreprises de médias sociaux à changer leurs méthodes. Juste avant l'audience, Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a fait valoir que des entreprises telles que la sienne ne devraient pas être tenues responsables du contenu partagé par les utilisateurs. Pour autant que ces entreprises suivent les meilleures pratiques. L'enjeu est ce que l'on appelle la section 230. Il s'agit d'une loi qui date de 1996 qui limite les responsabilités des plateformes Internet pour les contenus partagés sur leur site. Dans le texte de sa déclaration d'ouverture, publiée mercredi, M. Zuckerberg a déclaré que les entreprises telles que Facebook devraient agir pour supprimer les publications nuisibles. Mais, a-t-il averti, les plateformes ne devraient pas être tenues responsables si un contenu particulier échappe à leur détection. Cela ne serait pas pratique pour les plateformes qui publient des milliards de messages par jour, dit-il. Pour une fois, entre les républicains et les démocrates, il y a consensus, même si ce n'est pas pour les mêmes raisons. Les démocrates comme les républicains voient dans la suppression du bouclier de responsabilité créé par la section 230 un moyen d'inciter les entreprises de médias sociaux à changer leurs habitudes. Alors que les éditeurs peuvent être tenus responsables de tout contenu qu'ils publient, les plateformes de médias sociaux sont protégées par la section 230, qui stipule, je cite, qu'aucun fournisseur ou utilisateur d'un service informatique interactif ne doit être traité comme l'éditeur de toute information fournie par un autre fournisseur de contenu d'information. Fin de citation. Les administrations Biden et Trump ont toutes les deux critiqué la section 230 pour des raisons différentes. Les républicains ont accusé les grandes entreprises technologiques de contrôler de manière déséquilibrée le contenu des utilisateurs sur les plateformes de médias sociaux, étouffant les points de vue conservateurs et la liberté d'expression. Les démocrates, de leur côté, affirment que les entreprises ne font pas assez pour contrer la désinformation et les discours de haine. De son côté, Facebook affirme avoir supprimé 1,3 milliard de faux comptes entre octobre et décembre 2020 afin de lutter contre la désinformation sur les plateformes. Le vice-président de l'intégrité chez Facebook, Guy Rosen, a déclaré dans un communiqué, je cite, « Pour lutter contre la désinformation, il faut relever plusieurs défis, notamment les faux comptes, les comportements trompeurs et les contenus trompeurs et préjudiciables. » Ajoutant qu'il dispose d'un groupe de plus de 80 vérificateurs de faits indépendants qui examinent le contenu dans plus de 60 langues. S'il juge qu'un contenu est faux, sa diffusion est limitée. Il a également noté qu'une fois qu'une étiquette est apposée sur un compte, le nombre de clics diminue considérablement. Il a ajouté que dans 95% des cas, les gens ne cliquent pas pour voir
ce compte. Facebook prétend que son armée de vérificateurs de faits est indépendante, mais on peut se poser la question incontournable, d'où vient l'argent? L'un de ces vérificateurs, Lead Story, est en partie payé grâce à un partenariat avec TikTok, une plateforme de médias sociaux gérée par une société chinoise qui doit, comme toutes les sociétés chinoises, son allégeance au Parti communiste chinois. TikTok a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités américaines qui y voient une menace pour la sécurité nationale. De plus, l'organisation censée superviser la qualité des vérificateurs de faits est dirigée par Pointer Institute, un autre partenaire de TikTok. Lead Story affirme avoir été engagé par ByteDance pour des travaux liés à la vérification des faits, en référence à l'annonce faite par TikTok en début d'année de son partenariat avec plusieurs organisations afin de, je cite, « soutenir nos efforts pour réduire la diffusion de fausses informations, notamment en ce qui concerne la pandémie du virus qui a pris naissance en Chine et qui a été exacerbée, je le rappelle, par la dissimulation du régime du PCC. » Pour rappel, Lead Story a été lancé en 2015 par le développeur belge de site web Martin Schneck, un vétéran de CNN, Alan Duke et 2 avocats de Floride et du Colorado. Elle a répertorié des dépenses de fonctionnement de moins de 50 000 $ en 2017, mais a été multipliée par 7 en 2019, en grande partie grâce aux plus de 460 000 $ que Facebook lui a versés pour des services de vérification de faits en 2018 et 2019. La société a embauché plus d'une douzaine d'employés, dont environ la moitié étaient des anciens de CNN, et est devenu l'un des vérificateurs de faits les plus prolifiques de Facebook pour le contenu américain. Cette année, les sources de financement comprenaient Google, Facebook, ByteDance et plusieurs services de publicité en ligne. L'année dernière, la publicité lui a rapporté moins de 25 000 $ selon le groupe. La majeure partie du financement provient toujours de Facebook. Mais la désinformation n'est pas la seule accusation à laquelle Facebook doit faire face. L'entreprise fait l'objet d'un recours collectif de 15 milliards de $ selon lequel elle aurait illégalement suivi les activités en ligne de ses utilisateurs lorsqu'ils ne sont pas sur la plateforme, ce qui constitue une violation de la loi fédérale sur les écoutes. Selon un jugement de l'année dernière, je cite, « les profils d'utilisateurs de Facebook révéleraient des goûts, des aversions, des intérêts et des habitudes qu'une personne, sur une période de temps significative, sans offrir aux utilisateurs une possibilité significative de contrôler ou d'empêcher l'exploration non autorisée de leur vie privée. » Le jugement affirme pour conclure que les utilisateurs de Facebook ont subi une atteinte manifeste à leur vie privée. Le tribunal a décidé à l'époque que le recours collectif pouvait aller de l'avant en déclarant que les plaignants ont suffisamment allégué une atteinte manifeste au droit à la vie privée historiquement reconnu. Par conséquent, les plaignants ont qualité pour faire valoir leurs revendications en matière de vie privée. Facebook a alors demandé à la Cour suprême de faire appel. Mais le 22 mars, la Cour suprême a rejeté l'appel de Facebook. Cela signifie que le procès va continuer. Facebook a ensuite publié une déclaration dans laquelle il se défend, affirmant qu'ils ont bien respecté les normes de confidentialité et qu'ils ne devaient pas être pénalisés pour les communications auxquelles les utilisateurs prennent part, précisant que les données ont été collectées pour montrer aux utilisateurs un meilleur contenu et des publicités plus adaptées et ciblées sur sa plateforme. Elle a en outre déclaré que les données n'étaient pas collectées de manière déloyale. L'entreprise a déclaré dans son dépôt légal que Facebook n'était pas un non-invité dans une communication entre 2 parties distinctes, mais qu'il était un participant direct. L'entreprise dit qu'elle collecte des données lorsque les gens visitent des sites web avec des plugins de l'entreprise. Un membre démocrate du Congrès prépare plusieurs projets de loi pour lutter contre les monopoles de Big Tech. David Cicilline, membre du Congrès, a déclaré à Axios que les grandes entreprises technologiques disposent de beaucoup d'argent et de personnel de lobbying à Washington prêt à relever n'importe quel défi. Il affirme que la pensée de Washington favorise les grandes entreprises technologiques et que celles-ci se battront pour qu'il en soit ainsi. Il a trouvé un moyen de briser le statu quo. Au lieu d'une grande loi antitrust, il propose de viser une dizaine de petits projets de loi qui, selon lui, seront prêts en mai. Une législation plus petite et plus ciblée obtiendra, selon lui, plus facilement un soutien bipartisan. Et il serait
également plus difficile pour les grandes entreprises de réagir. Les big tech ne sont pas les seuls à être sous le feu de la rampe. Récemment, des rapports révèlent que des hauts fonctionnaires de l'administration Biden avaient des liens inconnus avec les géants de la big tech. Cela inclut l'actuel conseiller à la sécurité nationale qui a de multiples liens avec Microsoft. Les documents déposés auprès de l'Office de gouvernement éthique montrent que le conseiller à la sécurité nationale Jack Sullivan a siégé à un conseil consultatif pour Microsoft de 2017 à l'année dernière. Sullivan détient entre 50 000 et 100 000 dollars d'actions de Microsoft et d'Alphabet et possède entre 15 000 et 50 000 dollars d'actions Facebook. Un responsable a déclaré que M. Sullivan se défait actuellement rapidement de toutes ses actions. M. Sullivan supervise la réponse du gouvernement à la cyberattaque de janvier dernier contre le logiciel de messagerie Exchange de Microsoft. L'attaché de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a été payée au moins 5 000 dollars en tant que consultante en communication pour Lyft. Et nous passons maintenant à la frontière sud. L'administration Biden ressent également une certaine pression. Le GAO, qui est l'organisme chargé du contrôle des comptes publics du budget fédéral des États-Unis, enquête pour savoir si Joe Biden a le pouvoir d'arrêter la construction du mur frontalier. Certains membres républicains du Congrès disent que le Congrès a déjà financé le projet et que le président n'a pas le pouvoir de l'annuler. Biden a arrêté la construction du mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique dès le premier jour de son mandat. Le Congrès avait déjà alloué 1,4 milliard de dollars à ce projet. La Constitution dit que seul le Congrès peut allouer des fonds. 4 sénateurs républicains et 60 représentants ont signé une lettre demandant une enquête. Ils disent que Biden a outrepassé son autorité. Maintenant, le GAO confirme qu'il est en train d'enquêter. Le sénateur Roy Blunt dit que Biden a été au Congrès pendant longtemps et qu'il sait très bien qu'il est en train d'enfreindre les règles. L'ancien président Donald Trump avait fait du mur frontalier une promesse électorale clé. Il s'est battu tout au long de sa présidence pour le construire. Environ 450 miles de murs sont déjà terminés. Certains législateurs disent que le mur fait une grande différence. Biden a annulé plusieurs des décrets de Trump sur l'immigration dès son entrée en fonction. Biden dit que le mur est une dépense inutile, mais beaucoup affirment que les politiques de M. Biden alimentent une vague d'immigration illégale et provoquent une crise humanitaire sans précédent à la frontière sud. Et pour la première fois depuis 2 mois maintenant, la presse a pu accéder aux installations frontalières de l'administration. Biden a autorisé un journaliste et une équipe de tournage à visiter un centre de rétention à Carrizo Springs, au Texas, en compagnie de responsables de l'administration et de membres du Congrès. Le sénateur Ted Cruz a expliqué que l'administration a trié sur le volet une équipe de télévision pour accompagner son voyage à Carrizo Springs, ajoutant « Ce n'est pas de la transparence. La véritable transparence consisterait à ouvrir à la presse le centre Donna, dont la capacité est de 1556% lorsque 18 sénateurs s'y rendront. » Biden, de son côté, a annoncé mercredi qu'il avait chargé la vice-présidente Kamala Harris de s'attaquer aux problèmes d'immigration. M. Biden a déclaré qu'il avait eu une mission similaire lorsqu'il était vice-président. Il a déclaré qu'à l'époque, il avait obtenu un accord bipartisan pour aider le pays du Triangle Nord en leur donnant près d'1 milliard de dollars pour les aider à avoir de meilleures conditions de vie. Il a ajouté que la meilleure façon de les empêcher de venir aux États-Unis est de s'assurer qu'ils ne veuillent pas quitter leur propre pays. Le sénateur républicain Lindsey Graham a déclaré à Fox News qu'il allait se rendre à la frontière avec 18 sénateurs. Il dit qu'il n'est pas autorisé à aller où il veut. Lui et les républicains vont fermer le Sénat. Il dit que la situation à la frontière n'est pas de la faute de Trump, mais bien celle de Biden. Le sénateur Lindsey Graham de Caroline du Sud a dit que l'administration Biden a perdu le contrôle de la frontière sud. Cette fois-ci, dit-il, il est temps de reprendre le contrôle et vous devez faire face à la dynamique qui a conduit à l'envahissement de la frontière. Ce n'est pas un événement saisonnier, Trump n'a rien à voir avec ça, poursuit-il. Ce n'est pas la faute de Trump, c'est un tas de conneries. Ce sont des choix politiques mal conçus qui ont explosé au visage de l'administration Biden. Fin de citation. À l'heure actuelle, les États-Unis détiennent environ 16 000 enfants migrants, dont 5 000 sont détenus par la police des frontières. C'est ce que révèlent les données de cette agence.
Le Pentagone a approuvé la demande du département de santé et des services sociaux d'héberger des mineurs non accompagnés dans 2 installations militaires du Texas. Il s'agit de la base commune de San Antonio et Fort Bliss, près d'El Paso. L'attaché de presse du Pentagone a déclaré que le département de la Défense permettra aux responsables du HHS, le département de la santé et des services sociaux, d'accéder immédiatement à ces sites afin de commencer les actions initiales pour se préparer à recevoir les enfants migrants non accompagnés dès que les préparatifs seront terminés. Le HHS couvrira le coût de l'hébergement temporaire. Le Pentagone assure que l'arrangement n'affectera pas l'entraînement et les opérations militaires. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Au revoir.